pouvez vous présenter. Ouais. Vous voulez utiliser un micro du coup? Ah, si tu veux, ouais, ouais, carrément. Je pas comme si. Ah ouais, ouais. Ça... Allô, allô. C'est bon. Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Hugo, je suis de Chambéry en Savoie. Donc moi, je viens en tant que particulier, membre d'un groupe, un groupe pour lequel on essaie de monter un projet d'habitat participatif en Savoie. On s'intéresse de près avec ma compagne à tout ce qui est sortir de la spéculation immobilière, et on est très intéressé par tout ce qui est dynamique coopérative, alors que ce soit dans le monde de l'entreprise ou dans le monde de l'habitat. Du coup, on vient vraiment découvrir ce qu'il y a derrière en termes de statut juridique, valeurs, principes philosophiques, etc. quoi. Voilà. Merci. On va essayer de faire court. Ce que je vous propose, c'est de mettre le masque quand vous parlez devant le micro. Comme ça, vous pourrez vous passer le micro. Oui, moi c'est Sophie. Alors je suis là à la fois en tant que particulier déçu d'une expérience qui s'est mal passée en habitat participatif et en tant que professionnel parce que du coup je cherche d'autres perspectives. Et voilà, je me dis que si j'arrive à avoir des outils, peut-être que dans un prochain projet qui devrait se passer en 2030, je peux aller voir un peu les élus et voir si on ne peut pas développer des choses ensemble. Donc, il y a les deux aspects. Bonjour, Alison, j'espère, future habitante dans les Vosges. On est en train de construire un groupe et un projet et on s'oriente pour l'instant sur la coopérative d'habitants. Bonjour, Bruno. Donc moi, je participe actuellement à la création d'un habitat participatif sous un statut un peu différent, une SCA, et je viens voir ce que recouvre la coopérative d'habitation. Bonjour, moi je m'appelle Lisa, j'ai vécu en coopérative plutôt militante à Chicago et je me suis intéressée pour un projet de recherche, donc j'en ai visité pas mal qui étaient dans des systèmes qui ressemblent peut-être aux coopératives d'habitation, enfin où il y avait plusieurs coop, bâtiments dans un système coopératif et j'aimerais beaucoup créer et vivre dans une coopérative en France, en région lyonnaise ou parisienne. Bonjour Françoise. J'ai suivi d'assez près la création d'Abricop à Toulouse. Du coup, je suis engagée dans une recherche avec Alage sur le vieillissement dans l'habitat participatif, et puis qui est quelque chose qui est impensé quand on crée en général, mais bon, qui commence à l'être un petit peu. Et bon, je ne sais pas si j'irai dans un habitat participatif, mais ça m'intéresse toujours. Voilà. Bonjour, je suis Lydie, je suis la fille de Lisa. Donc Lisa, la maman. Ah ben je vois ça. Donc grâce à elle, j'ai découvert le système le système de l'habitat participatif, des colocations, etc. Moi, je vis dans le Var. J'ai rencontré un projet, j'ai voulu m'y associer. Bon, ça s'est pas fait. C'est pas un problème, mais en tout cas, j'aimerais découvrir ce qui se fait. Effectivement, je m'y intéresse de plus en plus, que ce soit dans le sud ou dans toute la France. J'ai envie de voir ce qui est possible de faire. Voilà, j'espère rejoindre un groupe. Bonjour. Alors moi, je fais partie d'un groupe qui est en création, donc sur un habitat participatif en Savoie aussi. Et le groupe est quasiment constitué, mais dispose de très faibles revenus. Ça s'est fait comme ça. Et donc, on est sur des pistes pour essayer puisque le thème, là, c'était la démocratisation de l'habitat participatif. Et je trouve que depuis que je suis dans cette recherche, c'est pas simple d'intégrer l'inclusion des personnes à très faible revenu. Philippe, je suis dans l'Ain
Et je rêve d'un projet plutôt de village de tiny house. Voilà, est-ce que c'est compatible avec ça? Bonjour, Martin, architecte participatif, Androme et Vaucluse, Rhône-Alpes PACA. Moi, je suis tombé dedans il y a une dizaine d'années. Je ne m'en sors pas, avec bonheur, de cette manière. J'ai 4 projets réalisés en autopromotion et 2 projets en cours, 2 projets en coopérative en cours, mais qui malheureusement tombent à l'eau, dont Fort Calquier, je sais pas, voilà. Une belle opération qui malheureusement, je pense, ne verra pas le jour pour des questions politiques. Voilà, je suis là pour comme une éponge. Bonjour tout le monde. En fait, je viens de l'Île-de-France. Je m'appelle Suya Baudard. Et donc, je fais partie de la COP SVP de Paris. Et bon, on va bientôt changer de nom. Enfin, on est voilà. Et donc, pour l'instant, on n'a pas de terrain. Tout ça, c'est difficile sur Paris, en fait. Et ces derniers temps, il y avait un projet, mais ça nous est passé sous le nez, puisque la ville de Paris et la maire du 14e voulaient l'habitat participatif, mais pas des coopératifs participatifs. Voilà. Donc, c'est tombé à l'eau. Et donc là, on essaye au lieu de rester sur Paris, de vouloir plutôt en grande banlieue peut-être trouver quelque chose. Bon, là, on sait que quand même, ça va être difficile. Donc, voilà. Bienvenue à toutes et tous qui arrivez. L'idée, c'est de faire un petit tour de qui vous êtes, si vous êtes plutôt particulier ou professionnel, et si vous avez une attente particulière. Bonjour, moi c'est Léa, donc je suis jeune diplômée en urbanisme, et puis ça fait 2 mois que je suis en stage chez Urbamonde à Genève. Donc je viens ici à titre d'information pour vraiment... Enfin, c'est une association qui est à fond là-dedans, donc je viens prendre plein d'infos. Bonjour, Florence. Je suis de DEP 49, c'est Habitat écologique participatif du Maine-et-Loire, donc c'est une plateforme locale. Donc je suis bénévole et je suis là pour avoir des informations, pour ensuite retransmettre à des groupes éventuels. Voilà, on s'est rendu compte que dans le Maine-et-Loire, il n'y a pas de coopérative, donc à développer éventuellement. Bonjour, Jean-François Mathieu, élu Ville de Rennes et Métropole au logement et à l'habitat participatif. Forcément fervent défenseur et convaincu. Et voilà, donc on vient découvrir les problématiques, apprendre et puis échanger sur ce qui est plus qu'un concept pour moi. Mais voilà, plaisir. Bonjour, Hervé Ménard. Je suis futur cohabitant d'un projet en montage mixte dans lequel Habitat et Partage doit avoir, on va parler à l'indicatif, une part. Donc normalement, j'ai à peu près compris de quoi il s'agissait, mais après avoir fait pendant 3 ans, passer par tous les choix de montage, de machin, et que vraiment la proposition de Habitat et Partage a vraiment aidé à se dire que oui, ça valait vraiment le coup d'aller vers la coopérative par rapport à d'autres images, juste ou pas juste d'ailleurs, qu'il y avait de la coopérative. Je viens réviser, conforter et réécouter avec d'autres regards pour ça sédimente. Et comme je suis un peu professionnel de l'immobilier, malgré ça, j'ai encore besoin que ça sédimente, tellement c'est compliqué. Bonjour à tous, donc je suis Hélène Chesniol, je suis ici en tant que particulier, peut-être futur professionnel, j'en sais rien, avec un peu de chance. Voilà, je viens surtout pour m'informer, avec une idée de créer un habitat participatif en milieu rural. Voilà, globalement c'est tout. Eh bien, merci à vous. Je me suis autorisé ce petit temps parce que les Suisses ont fait, alors pas fait faux bon, c'était un peu compliqué de s'organiser
avec les conditions sanitaires. Certains ont pu venir hier, mais aujourd'hui ils ne sont pas là. Donc du coup, je serai tout seul à présenter, donc ça laisse un peu plus de place pour vous présenter. Donc je vous montrerai 2 expériences suisses, notamment une à Genève et une à Zurich. Et on va rentrer plutôt dans le détail de la coopérative d'habitation telle qu'on peut la développer en France pour pouvoir et puis avoir plus de temps du coup sur les échanges. Donc moi c'est Benjamin Pont, je suis fondateur d'Habitat et Partage et du coup on est responsable de l'événement, donc bienvenue à toutes et tous en espérant que vous prenez du plaisir à suivre ces rencontres. Voilà, moi j'ai travaillé une dizaine d'années dans l'assistance à maîtrise d'ouvrage, donc j'accompagnais des promoteurs, des bailleurs et des collectivités sur des problématiques environnementales, donc développement d'écoquartiers, de bâtiments à haute qualité environnementale. Et avec cette expérience, j'ai eu 2 frustrations. La première frustration, c'est de ne pas pouvoir pousser les démarches environnementales plus loin, donc de pas, même si on avait des labels, des certifications ou des démarches appuyées, c'était quand même pas forcément très poussé. Et l'autre frustration, c'était je travaillais pour des producteurs de logements, entre guillemets, qui produisaient du logement sans vraiment se soucier de qui allait y vivre. Et donc, l'Habitat et Partage est un peu né de ce constat, c'est de pouvoir remettre l'usager vraiment au cœur du process et de pousser les démarches environnementales. Donc, je vous présenterai Habitat et Partage, mais je vais peut-être démarrer très rapidement sur une introduction sur l'habitat participatif, l'habitat coopératif, pour vérifier que tout le monde est au clair là-dessus, et après rentrer dans la coopérative d'habitation. J'aime bien faire du participatif. La salle n'est pas très bien adaptée, donc on va rester en mode conférence, mais n'hésitez pas à prendre la parole, à poser des questions, en sachant qu'on a, on a 1h30, donc on a un peu de temps. Du coup, rapidement, l'habitat participatif, je pense que si vous êtes là et que vous venez à cet atelier, c'est que normalement, vous êtes à peu près au clair sur ce qu'est l'habitat participatif. Parce que donc, voilà un petit schéma qui représente bien l'habitat participatif entre la copro, que tout le monde doit connaître, l'habitat individuel, et puis le mot un peu vulgarisé ou galvaudé de la communauté, tel qu'on l'entend un peu en France, c'est de tout le monde vit ensemble, partage tout, et l'habitat participatif vient se placer au milieu avec des espaces privés, intimes, et des espaces collectifs pour favoriser le vivre ensemble, le lien social, l'entraide, la solidarité, avec une aide de la loi ALUR qui est venue en 2014, qui a permis de définir la loi ALUR et d'avoir une représentation au niveau juridique, au niveau légal auprès des institutions. Donc ça nous a bien aidé à avoir une reconnaissance publique. Par contre, la loi ALUR a défini 2 types de sociétés, que sont la SA, la société d'attribution et d'autopromotion, et la coopérative loi ALUR. Par contre, ces 2 sociétés sont très difficilement applicables parce que les décrets ne sont pas tous parus. Donc aujourd'hui, on a une reconnaissance de l'habitat participatif en France auprès d'institutions, mais on a une difficulté encore juridique à monter des sociétés d'habitat participatif avec la loi ALUR. Donc on est encore obligé de bricoler et de travailler avec les outils du monde classique, j'ai envie de dire. J'ai pris une introduction un peu type avec un historique de l'habitat participatif, mais je vais pas le dérouler plus que ça, pour vous montrer que ça date un peu de... Il y a eu le phalanstère, il y a eu au début du XXe siècle, après il y a eu le mouvement des castors, après il y a le mouvement de l'habitat groupé autogéré, après depuis les années 2000, donc le mouvement de l'habitat participatif, et aujourd'hui il y a vraiment une structuration des réseaux, des acteurs, des professionnels, une demande croissante. Et ce qui est intéressant moi je me suis baladé à l'étranger, et je vous invite à aller voir ce qui se passe dans des pays pas très loin, en Suisse, en Allemagne, Danemark, Belgique, et puis si on peut monter en Norvège, Finlande, il y a vraiment des belles réalisations.
outre-Atlantique aussi, si vous avez la chance d'aller au Québec, c'est impressionnant tout ce qu'ils font. J'étais hier, je ne sais pas s'il y en a qui étaient dans l'atelier, il y avait de l'habitat participatif au quartier participatif, où il y avait justement des Québécois qui étaient en visio, qui nous montraient leur projet ils rachètent des 720 logements et qui mettent en mode coopératif à disposition justement des personnes qui sont en précarité, en difficulté. C'est impressionnant. Donc là, c'est à l'étranger pour vous montrer quelques chiffres. Moi, j'aime bien comparer, vu que je travaille vraiment sur le territoire lyonnais. On se compare beaucoup aux Suisses parce qu'il y a des tailles de villes un peu identiques, notamment à Zurich, à Genève. Et les élus lyonnais, j'aime bien les taquiner en leur disant à Lyon, on est à 0,02% d'habitat participatif. Et puis à Zurich, il y a 30% du parc qui est en habitat coopératif. Donc voilà, on a encore un peu de travail. On a quelques années de retard. Réseau national qui fait mouvement, si vous avez un peu de temps, si vous avez de l'énergie, je vous invite à vous rapprocher de des structures, notamment le mouvement de l'habitat participatif France, qui travaille à plaidoyer justement pour que des décrets sortent. Voilà. Après, il y a un réseau national des collectivités, peut-être pour les élus. Habicop, c'est la Fédération des coopératives d'habitants. L'Union sociale pour l'habitat, c'est le mouvement HLM. Le RAP, c'est les acteurs professionnels. Et le RNAHP, c'est les architectes. Voilà, vous avez sur le site d'Habitat Participatif France beaucoup de ressources. Pour ceux qui ne connaissent pas encore ce site, beaucoup de ressources, avec notamment la carte des projets d'habitat participatif en France. Aujourd'hui, on a à peu près, je crois, 800 projets, dont un quart qui est livré. Donc, on a à peu près 250 projets livrés en France. Les enjeux de société, je vais pas on ne va pas rentrer dans le détail, vous les connaissez. Hein, on travaille. L'habitat participatif répond à de nombreux enjeux de société. Vous pouvez voir, après ça va dépendre c'est toute la richesse de l'habitat participatif, c'est qu'en fonction des habitants, en fonction des projets, on va répondre plus ou moins à différents enjeux de société en fonction du contexte urbain, rural. Le public, aujourd'hui aussi, on voit que tous les publics sont concernés, les publics intergénérationnels, les profils socio-économiques aussi. Donc c'est vraiment quelque chose qui touche tout le monde. Et voilà, aujourd'hui, l'habitat participatif, je pense du coup ceux qui sont dedans et qui montent des projets, vous avez vu que c'était un bon... c'était très compliqué en tous les cas de se retrouver dans quel montage juridique, comment trouver des financements auprès des banques, par quel biais. Et en effet, la loi Allure ne nous a pas forcément aidés à faciliter le montage des projets d'habitat participatif. Je vous en ai mis quelques-uns là, ici, pour que vous ayez des repères. En habitat participatif, vous pouvez être soit en propriété individuelle. Donc, si vous voulez être en propriété individuelle, vous allez être sur un modèle de copropriété, en passant soit par des sociétés d'attribution, en passant par des sociétés d'attribution. Et sinon, si vous faites le choix d'être en propriété collective, vous avez plusieurs montages possibles. Et voilà, vous pouvez passer par des sociétés d'attribution, vous pouvez passer par une société civile immobilière, et vous pouvez passer bien sûr par les coopératives d'habitants ou d'habitation. Je ne voulais pas rentrer dans le détail, mais s'il y a des questions, vous pouvez... Oui, je pense qu'il sera disponible. Ouais. Enfin, moi, je le mettrai à disposition et il y aura un transfert. Voilà, qu'est-ce que je peux dire, non? Et justement, pour appuyer un peu sur les coopératives, donc la loi a mis en place justement la SAA, donc la Société d'attribution et d'autopromotion, qui est difficile à utiliser, mais sur certains territoires, on peut l'utiliser. Et les coopératives loi Allure,
qui aujourd'hui sont difficilement utilisables, sauf si justement on n'a pas besoin d'accès à des emprunts du logement social, des emprunts PLS, et si on n'a pas besoin aussi d'aide au logement, donc les APL. Voilà, et en sachant qu'aussi c'est difficile de trouver des garanties financières si on est en coopérative loi Allure. Alors aujourd'hui, on bricole avec les coopératives, le mouvement des coopératives de la loi 47. Donc avec, c'est des sociétés commerciales sous forme société anonyme, société par action simplifiée ou société à responsabilité limitée. Donc c'est des sociétés commerciales classiques qui ont une gouvernance coopérative, donc un associé égale une voix. En coopérative ? La question, c'est est-ce qu'en coopérative, on est non, avec un bail, en coopérative, on est obligé d'être avec un bailleur, c'est ça la question? Non, en fait, on va rentrer un peu dans le détail de l'habitat coopératif. Mais l'idée de l'habitat coopératif, donc c'est une société coopérative qui est propriétaire d'un bien ou de plusieurs biens. Et les habitants sont coopérateurs, donc ils ont des parts sociales de cette coopérative, ils sont actionnaires en quelque sorte de cette coopérative. Et en parallèle, ils signent un bail locatif, et ce qui fait qu'ils sont locataires également de cette coopérative. Donc c'est pour ça qu'ils sont en location. Et en fait, donc ils ont un bail locatif avec la coopérative. Ils ont un bail locatif avec eux-mêmes. En fait, la coopérative loi Allure, c'est l'avancée, c'est une belle avancée. L'idée de la coopérative loi Allure, c'est de reproduire justement les modèles qu'on trouve à l'étranger. C'est de plus passer par le bail locatif loi 89, qui est très rigide et très protecteur vis-à-vis des locataires, mais aussi très contraignant, et de passer par un contrat de jouissance, un règlement de jouissance, qui va justement, c'est le contrat qui va régir les règles entre la coopérative et l'habitant. Et le contrat de jouissance est beaucoup plus léger, beaucoup plus flexible et beaucoup plus adapté au montage coopératif. Et c'est la grosse avancée de cette coopérative loi Allure, c'est qu'on peut, on change les règles entre la coopérative et l'habitant, et le coopérateur. En jouissance, un exemple, par exemple, si vous prenez une société civile immobilière, une SCI, vous avez le choix d'être soit, donc vous êtes une SCI, c'est une société, on va prendre une société, donc pareil, vous investissez au capital, vous apportez des parts, vous souscrivez des parts sociales de la société, et vous pouvez après choisir dans une SCI d'être soit en location, soit d'être en jouissance. Et en jouissance, en fait, vous n'avez pas de bail locatif, et vous pouvez payer une redevance à la SCI, ou vous ne pouvez pas. Enfin, si vous avez déjà apporté l'apport suffisant qui correspond à la valeur de votre logement, eh ben, vous ne pouvez ne payer que les charges de propriétaire. Et donc, la SCI vous met à disposition un logement. Et on appelle ça de la jouissance. Et il n'y a pas de bail locatif qui régit les règles entre l'associé et la société. On peut être en jouissance et verser une redevance, tout à fait. Exemple, vous êtes associé dans une SCI, vous voulez votre logement, on va dire, vaut à peu près 200 000 euros. Vous avez mis 50 000 euros en part sociale, et ben, il va falloir payer des redevances jusqu'à atteindre les 200 000 euros, notamment pour pouvoir rembourser l'emprunt que la SCI aura contracté. Mais du coup, en effet, vous payez une redevance à la SCI, et qui n'est pas qui est régie dans une convention de compte courant d'associés et non pas dans un bail locatif. Non, vous connaissez la politique, hein, c'était Cécile Duflot qui a poussé pour
avec le plaidoyer justement d'Habitat Participatif France qui a poussé les politiques. Et à ce moment-là, on a une fenêtre de tir avec Cécile Duflot qui a appuyé cette démarche parce qu'elle y croyait. Et, sauf qu'elle n'est pas restée suffisamment longtemps pour pouvoir après pousser la sortie des décrets. Donc après, il n'y avait plus d'énergie politique, il n'y avait plus de volonté politique. Et voilà le résultat. Oui. Complète. Non, non, c'est alors pas. Ouais, alors en effet, on n'est pas rentré dans le détail. On va le voir peut-être après dans Habitat et Partage. Nous, on est en SIC, donc en Société Coopérative d'Intérêt Collectif. En effet, c'est ce qui change. Une société coopérative peut avoir deux formes, soit une SCOP, une société coopérative ouvrière de participation, soit une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif. Et en fait, la seule différence, c'est que dans la SIC, on a un multisociétariat. Donc, ce qui fait qu'on a obligatoirement 3 types d'associés, 3 catégories d'associés différentes. Et je vous présenterai Habitat et Partage pour que vous compreniez. La SCOP, elle est une société coopérative. En général, c'est, vous devez connaître... aujourd'hui, bon, il y a beaucoup de coopératives qui ne sont pas... mais si on prend... je ne sais pas ceux qui connaissent notamment les dynamiques de supermarchés coopératifs, où l'idée, c'est vraiment que les habitants s'emparent d'un supermarché, développent un supermarché et sont eux-mêmes coopérateurs. Et donc là, vu qu'il n'y a qu'un interlocuteur, il n'y a qu'une catégorie d'associés. Nous, en SIC, vous allez voir, on a plusieurs catégories d'associés parce qu'on a les habitants, on a des salariés, on a des investisseurs, on a des partenaires, on a d'autres acteurs. Les SIC voilà, sont dans le mouvement, en effet, c'est une coopérative, ouais. Ils sont là-dedans. Mais après, voilà, c'est des petits détails juridiques, je veux dire, quand on en est là, après, c'est bon, je passe. Du coup, l'habitat participatif, vous avez vu qu'il y a plein de possibilités, en fait, de montage, en tous les cas, montage juridique possible. Donc, l'habitat coopératif, justement, alors, j'ai un petit historique aussi. Le mouvement coopératif, il est large, hein, il n'est pas lié à l'habitat. Avant tout, il est lié à tous les secteurs d'activité hein, qu'on a, notamment dans les banques. Hein. Les banques, on a beaucoup de banques coopératives. On ne le voit pas forcément sur le terrain, mais on a des banques coopératives en France. On a des assurances, des compagnies d'assurance aussi. Voilà, et puis dernièrement, on a des mouvements coopératifs plus présents avec Enercop, Terre de Liens. Pour ceux qui connaissent, là, il y a Railcoop qui va développer justement une coopérative de voies ferrées de transport ferroviaire. Donc voilà, un mouvement coopératif qui date. Et les coopératives d'habitation ont démarré notamment avec les coopératives HLM. Il faut savoir que les coopératives HLM, au début, leur objet était d'inclure les habitants dans leur montage de projet. Sauf que, voilà, je n'ai pas les détails, mais là, les différentes lois, et notamment la loi Chalandon 1971, a favorisé l'accession sociale. Et ça a été une niche pour les coopératives d'HLM de vendre des logements, donc de proposer de l'accession sociale à la propriété, plutôt que de garder un patrimoine et de faire de la location. Et puis après, les politiques se sont accrochés à la notion de propriété individuelle, avec notamment Giscard, et après ça a suivi. Donc on a aujourd'hui une culture vraiment de la propriété individuelle qui est forte en France, et voilà, qui est issue de différentes politiques liées à l'habitat. Sauf qu'on a vécu des crises en France, comme dans le monde, et il y a eu un mouvement, différents mouvements, et notamment un mouvement assez fort dans les années 60, 70, 80, de mouvement de l'habitat groupe autogéré, qui a voulu trouver de nouvelles formes d'habitat, et qui a pris son essor depuis les années 2000, et avec notamment la naissance de la loi Allure. Les coopératives d'habitants... Oh, ouais, Hervé. Ouais.
complètement, ouais. Merci. S'il y a des compléments, hein, allez-y. Hein. Je ne suis pas historien, donc je veux bien. Et aujourd'hui, la culture du financement est encore très marquée justement sur le financement individuel. Pour ceux qui ont essayé d'aller chercher des financements, parler de ton expérience à Fort-Calquier, en effet, c'est très très compliqué pour une propriété collective en tant qu'associé dans une société d'aller chercher des financements pour la société. Quand on leur dit qu'on fait de l'habitat participatif, qu'on veut financer des parts sociales d'une société qui va être propriétaire d'un bien, ils ont du mal à comprendre. Les coopératives d'habitants reposent sur plusieurs valeurs. Notamment, il y a vraiment cette notion importante de propriété collective, que je pense que vous avez compris, où du coup, on n'est pas propriétaire individuellement de son bien, hein, on est détaché de la propriété individuelle. On est sur la notion de bien immobilier non spéculatif parce qu'on n'est plus intéressé par la revente de son bien. On va revendre des parts sociales, et des parts sociales qui peuvent être valorisées ou non. Ça dépend justement de la coopérative que vous développez et de ce que vous voulez en faire. Mais en général, on va suivre un indice du coût de la vie. On parle d'indice de revenu des loyers. Donc, on va se baser sur un indice un indice classique. On est sur une notion de loyer durablement abordable parce que vu qu'on n'est pas sur un marché spéculatif, la difficulté du marché immobilier aujourd'hui, c'est vu qu'à chaque fois qu'on revend, on va vendre un bien, on essaye de le vendre déjà au moins au même prix, voire plus cher. En plus, on paye des taxes dessus, il y a des frais notariés. Donc forcément, le bien immobilier individuel, il ne cesse d'augmenter et puis il augmente de manière pas exponentielle, mais en tous les cas, il augmente très fortement. Et l'idée là de la propriété collective, c'est justement le fait qu'on ne revend pas son bien, on ne paye pas de frais notariés, on ne paye pas de taxes. Donc, le coût du logement augmente très faiblement par rapport au marché, et donc ce qui permet de proposer des logements très abordables dans le temps. Et après on est sur la notion de projets collectifs autonomes qui sont conçus, construits par les habitants et pour les habitants. Je vous ai mis en dessous les 3 grandes valeurs de démocratie. Donc, une coopérative fonctionne dans sa gouvernance sur le modèle un associé égale une voix. Donc, chaque associé a le même pouvoir dans la gouvernance. Et c'est une société commerciale à but non lucratif, c'est-à-dire que les bénéfices qu'elle génère, si elle en génère, doivent être mis en grande partie en trésorerie pour le développement de la coopérative. Donc les bénéfices ne sont pas distribués aux associés. On est sur la notion de responsabilité parce que les habitants sont acteurs de leur mode d'habiter. Ils se prennent en main pour développer leur mode d'habiter. Donc on est vraiment sur cette notion d'empowerment, de capacitation des citoyens à développer leur propre mode d'habiter. Et enfin, sur la notion d'intérêt général, parce qu'en effet, on n'est plus sur son propre intérêt individuel où on va essayer de faire de l'argent ou de réfléchir qu'à son confort personnel, son confort individuel. On est vraiment sur la notion d'intérêt général où on va travailler collectivement à un bien commun. Et puis aussi, on va travailler pour les générations futures. C'est-à-dire qu'on est vraiment conscient que pour aider les générations futures à se loger, il faut aussi qu'on fasse... qu'on anticipe ces difficultés à se loger dans le temps. Quand on rentre un peu dans le concret, une coopérative d'habitants, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un groupe d'habitants qui crée une coopérative, donc une société coopérative, et qui va apporter des financements au sein de cette coopérative. Cette coopérative va aller souscrire en général un emprunt auprès de la banque. Et cette coopérative va donc être propriétaire des logements. Et les habitants seront associés
dans cette coopérative avec un bail locatif. Et l'objectif, c'est d'être vraiment ce qu'on appelle au coût d'exploitation réel de l'immeuble, c'est-à-dire que la coopérative n'a pas d'intérêt à faire de la marge, parce que personne à rétribuer, et elle va vraiment payer ce qu'elle consomme, entre guillemets, c'est-à-dire elle va payer des honoraires d'architecte, elle va payer des coûts de travaux, des matériaux, des bureaux d'études, et qu'elle va du coup répercuter sur les redevances des futurs habitants. Mais il n'y a pas de marge de frais commerciaux derrière. Et puis si on a la chance d'être en autopromotion, donc autopromotion, c'est que les habitants font eux-mêmes leur propre projet, et ben, il n'y a pas de marge promoteur à aller... il n'y a pas de financement de promoteur ou de marge promoteur à aller à rétribuer. Les habitants, une fois dans leur leur logement, ils vont payer ce qu'on appelle donc une redevance. Donc déjà, ils payent des charges locataires, hein, comme tout un chacun, donc les charges courantes d'électricité, d'eau. Et puis, ils vont payer à la coopérative une redevance. Et cette redevance, eh ben, en fait, elle permet à la coopérative de payer les charges propriétaires. Donc les charges propriétaires, c'est tout ce qui incombe à l'entretien, à la maintenance du bâtiment. Elle va payer les taxes foncières. Elle va bien sûr rembourser l'emprunt. Elle va également se constituer ce qu'on appelle des provisions. Donc elle va provisionner un compte, c'est une forme de garantie, d'assurance. Elle va se provisionner plusieurs comptes, un compte pour des grosses réparations, donc c'est anticiper des travaux importants, donc un ravalement de façade, un changement de toiture, changement de menuiserie. Donc elle va l'anticiper, donc elle va provisionner un compte. Elle va aussi provisionner un compte pour ce qu'on appelle les vacances et impayés. Donc c'est quand il y a des logements vacants, parce que forcément dans une coopérative, lorsqu'il va y avoir des changements de locataires, eh ben, le logement va être vacant. Il peut être vacant plusieurs mois, donc il faut anticiper cette vacance. Anticiper également des impayés, parce qu'il se peut aussi, on n'est pas dans un monde de bisounours, donc il se peut qu'il y ait des personnes qui aient des difficultés financières ou qui ne peuvent plus payer leur logement. Donc on provisionne un compte aussi pour les vacances impayées, et on est aussi sur la notion de provision de compte pour variation de taux. Donc vu qu'on va souscrire des emprunts bancaires, et les emprunts bancaires, on peut être sur des taux variables, notamment dans le logement social, on est soumis à des taux variables. Donc, si ce taux augmente, parce que dans le logement social, on emprunte sur 40 voire 50 ans, donc si ces taux augmentent, ils peuvent augmenter sur des durées aussi longues. Si ces taux augmentent, eh ben, il faut pouvoir anticiper cette variation de taux. Donc en général, on va provisionner ainsi un compte pour de la variation de taux. Voilà. Et ce qui est intéressant dans ce modèle-là, après ça va dépendre de plusieurs paramètres, mais justement pour inciter, en France en tous les cas, à rentrer dans ce modèle-là, c'est qu'on va se constituer une épargne sous forme de ce qu'on appelle un compte courant d'associés. Donc dans une société, il y a du capital et du compte courant d'associés. Le capital, c'est des parts sociales. C'est très régi par la loi. Ça varie en fonction de la rentabilité ou de la viabilité économique de la coopérative. Alors qu'un compte courant d'associés, c'est très flexible. C'est un peu ce que je vous parlais de la notion de règlement de jouissance. Là, on est pareil, le contrat, une convention de compte courant d'associés, c'est très flexible. Donc, c'est les coopérateurs qui se mettent d'accord et qui peuvent dire moi, par exemple, je vais mettre 50 000 € en compte courant d'associés. Je veux que ce compte courant d'associés soit rémunéré. Par contre, il est bloqué 5 ans ou 2 ans. Et en fait, on peut définir tout ce qu'on veut dans ce compte courant d'associés. Mais là, l'idée, c'est que cette redevance que chacun paye, il y a une partie, en général une majeure partie qui est à perte, donc qui va permettre de rembourser, de payer des choses, mais il y a une partie qui est épargnée. Donc chaque habitant va avoir un compte épargne qui va abonder tous les mois, donc il va augmenter au fur et à mesure. Et après, en France, on a une fédération des coopératives d'habitants. Donc voilà, on incite et on invite chaque coopérative à adhérer à la fédération. Et ça, c'est du volontariat, c'est pour faire mouvement et pour
voilà, la fédération, elle a un objectif, c'est de faire du plaidoyer auprès des instances publiques. Donc c'est un moyen de soutenir ce mouvement et de faire plaidoyer ensemble. Donc voilà l'idée. Je ne sais pas si... Ouais, il y a peut-être des questions. C'est un petit peu complexe, mais l'idée, c'est déjà au départ, le coût d'un immeuble, le coût d'investissement d'un projet immobilier, on est à peu près, pour vous donner des repères, qu'on soit dans la rénovation ou dans le neuf, on a beau être en autopromotion, en général, les projets immobiliers sont aussi chers que dans le marché classique. Mais pour une prestation qui est bien supérieure, parce qu'on est souvent sur des projets qui sont plus écologiques et avec accès à des espaces communs qui sont très importants. Donc, mais on ne va pas gagner forcément en coût de projet, en coût global. On n'a pas un coût moindre que le marché classique. Et donc, il y a des frais au démarrage qui sont très importants. Et cette partie épargne permet de pouvoir constituer, voilà, amortir ces coûts de démarrage qui sont très, très importants, et aussi de proposer de la trésorerie à la coopérative en cas aussi de difficultés, et de faciliter aussi le départ d'associés. Pour vous donner un exemple, le village vertical, qui est la première coopérative d'habitants en France, qui est à Villeurbanne, ils ont... alors c'est pas forcément une invitation à faire pareil, à reproduire, mais pour favoriser, pour faciliter les départs et arrivées, ils ont mis en place des comptes courants d'associés qui sont bloqués pendant 35 ans. Donc l'idée, c'est que ces comptes courants d'associés sont abondés tous les mois, mais pour viabiliser, pour sécuriser la coopérative qui, au début, dans les premières années, voire premières décennies, en fonction des montages, peut être fragile, eh ben, elle demande à ses coopérateurs de bloquer cet argent dans la trésorerie de la société pour pouvoir amortir des difficultés, pour pouvoir rembourser aussi des parts sociales, parce que les parts sociales, on est obligé de les rembourser. Quand un coopérateur s'en va, on est obligé de les rembourser. Alors qu'un compte courant, justement, on peut définir les règles. Donc ça permet d'amortir ces premières années qui sont où la coopérative a un modèle économique qui peut être fragile, qui peut être... Par contre, ce qui est intéressant, c'est que dans le temps, si du coup, je pense que vous êtes posé la question ou vous avez déjà la réponse, mais la coopérative d'habitants, à un moment, elle va avoir fini de rembourser son emprunt. Donc, voilà, pour vous donner des exemples, on est souvent sur plusieurs types d'emprunts. On a un emprunt libre à 25 ans et des emprunts du logement social sur 40-50 ans. Donc voilà, au bout de 25 ans, on a fini de rembourser un emprunt. Donc qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Et cet argent, bah justement, il va permettre d'abonder la trésorerie, et ce qui va permettre de libérer de l'épargne. Donc les gens qui auront un compte épargne, qui voudront récupérer ou qui voudront le vider ou qui voudront ils pourront le récupérer beaucoup plus facilement. Et ça permet justement de faire bénéficier aux premiers coopérateurs des avantages, enfin de la trésorerie qui va augmenter dans le temps. Parce que la coopérative, dans 50 ans, même on va dire, allez, on va se projeter dans 80 ans, elle aura une trésorerie énorme parce qu'elle va continuer à recevoir des redevances et elle n'aura plus de remboursement d'emprunt. Donc elle va avoir une trésorerie très importante. Et finalement, c'est les coopérateurs dans 50 ans, dans 80 ans qui vont en profiter parce qu'ils auront plein d'argent et ils ne sauront pas quoi en faire. Donc l'idée, c'est de pouvoir aussi répercuter cet avantage sur les premiers coopérateurs en constituant cette épargne, mais en le bloquant pour ne pas mettre en difficulté la société. OK? Il y avait une autre question?
Est-ce que je continue ou je réponds? Je vais répondre. Là encore, il n'y a pas de réponse générale. Je peux vous montrer ce qui se passe et puis ce qu'il est possible de faire. Aujourd'hui, des coopératives décident soit toutes d'apporter le même montant et d'apporter du montant en capital à peu près au même montant, soit en effet, il y a des diversités d'apports. Et là, les habitants vont réfléchir à soit avoir des souscriptions de capital variées, mais ça peut mettre en difficulté la société, soit justement pour éviter de mettre en difficulté cette société. Pourquoi ça met en difficulté la société? Je vais un peu vite. C'est parce que si vous êtes un groupe de 10 coopérateurs, vous montez une coopérative, il y en a un qui met 10 000 €, il y en a un qui met 100 000 €, l'autre il met 50 000, et 2 ans après, celui qui a mis 100 000, il part. Eh ben, il met en difficulté la coopérative, parce que la coopérative n'a pas la trésorerie suffisante pour lui rembourser ses parts sociales. Elle n'a pas 100 000 € en trésorerie. Et les parts sociales, c'est régi par la loi, il faut pouvoir les rembourser 1 an après la demande. Donc, voilà, elle se met en difficulté et du coup, elle peut être en liquidation judiciaire. Donc, pour éviter ça, on va essayer d'avoir des souscriptions de parts sociales du capital qui est à peu près homogène pour ne pas mettre en difficulté justement cas de départ d'un coopérateur. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va proposer aux coopérateurs qui ont plus d'argent, la personne qui a 100 000 € par exemple, de mettre peut-être 30 000 en capital et 70 000 en compte courant d'associé, donc un compte plus souple et qui permet justement de mettre des règles spécifiques à ce compte courant d'associé. Donc par exemple, lui proposer de les bloquer pendant 5 ans ou 35 ans pour sécuriser. Et ce compte courant d'associé, en effet, il peut être rémunéré. Donc ça peut être une forme de solidarité parce que une personne qui a beaucoup d'argent et qui veut rentrer dans une coopérative, elle va amener son argent et ça va éviter à la coopérative d'aller chercher de l'emprunt. L'emprunt qui a des taux d'intérêt pas très élevés, mais voilà, qui a quand même des taux d'intérêt importants. Et ben, une personne qui va avoir beaucoup d'argent, elle a 100 000 €, elle va mettre 70 000 € en compte courant d'associé. Donc c'est ces 70 000 € qu'on n'aura pas besoin d'aller chercher à la banque. Donc c'est une forme de solidarité et ce que la coopérative peut mettre en place, c'est de proposer que ces 70 000 € soient rémunérés pour compenser cette solidarité. Donc par exemple, les coopératives peuvent proposer de rémunérer à 0,5%, à 1%, à 2% en fonction du mouvement de leur choix. C'est bon? J'ai répondu? Un petit exemple de coopérative qui est très inspirant sur le territoire métropolitain lyonnais. On a la coopérative Chamarel aujourd'hui, c'est une des plus importantes coopératives et qui a aussi réussi l'exploit de monter une coopérative entre seniors en autopromotion. Donc c'est vraiment c'est un groupe de seniors qui a cherché à monter un projet d'habitat participatif et coopératif pour pouvoir vieillir ensemble dans un lieu. Et au lieu d'aller tous dans une maison de retraite, ils ont choisi justement de mutualiser des espaces et de l'aide à la personne, du service à la personne pour pouvoir vieillir chez eux et être bien entourés. Et ils ont réussi du coup l'exploit, parce que c'en est un, de monter un projet en autopromotion, donc de 16 logements en coopérative. Je ne sais pas s'il y en a qui vont le visiter demain, ou il y en a sûrement qui l'ont déjà visité ou qui vont le visiter. Ouais, pour Chamarel. Ouais, il y a Chamarel, il y a le village vertical donc à Villeurbanne, Chamarel à Vaux-en-Velin, il y a le Cairn qui est à la Croix-Rousse dans le 4e, et maintenant on a une 4e coopérative, c'est le Moulin qui est dans le 7e arrondissement. Donc c'est vrai qu'on a un territoire qui est très branché coopérative.
C'est le groupe du 4 mars, ouais, c'est ça. Ouais. Peut-être rapidement voir un peu vous au jeu. Quels sont pour vous les plus gros écueils aujourd'hui que vous rencontrez dans l'habitat participatif et coopératif? Qu'est-ce qui pour vous représente les plus gros écueils? Recherche d'un foncier, ouais. Les financements, ouais. Ouais. Ouais, j'entends du coup déjà de la clarté sur les montages juridiques, sur les orientations ouais, juridiques, de propriété, et puis aussi la capacité aussi à se mettre d'accord, ou voilà, peut-être il y a des notions de gouvernance, de communication, ou de convergence d'intention. Donc il y a aussi une notion d'humain là-dedans. Je ne sais pas si vous entendez. Voilà, de temps en temps, il y a des enjeux de pouvoir qui vont pourrir dire merde, on n'est pas là là-dedans. Donc tout ce qui est leadership partagé, comment on fait pour vraiment partager et qu'il n'y ait pas un capitaine qui embarque tout le monde, quoi, et qu'il y ait de la place pour tout le monde. Ouais. Merci, c'est vraiment ouais, le volet humain, justement. Comment on fait corps ensemble, unité, et pour aller vers un projet collectif et enlever les jeux de pouvoir dans un collectif. Ouais. Ouais. Donc là, il y a les règles, ça joue aussi au règlement d'urbanisme locaux, et il y a les soutiens politiques. Là, c'est plus du soutien politique, ouais, de l'appui. Ouais. Mm. C'est ça qui rend passionnant la coopérative, et de façon incomparable, vraiment par rapport à tous les autres montages d'un point de vue sociétal, mais qui par contre dans la mise en œuvre concrète et financière est vraiment une toute autre histoire que les autres montages. Et dans l'appropriation, enfin, c'est pas seulement du militantisme, c'est beaucoup plus, pour moi, c'est beaucoup plus que du militantisme. Enfin, c'est pas seulement du militantisme, c'est vraiment une posture, une compréhension des enjeux, de ce qu'est la valeur pour la société. Si on comprend pas, si on n'est que militant et qu'on comprend pas bien tout ce montage, ça me paraît casse-gueule, ça me paraît difficile. Je trouve que c'est exigeant, c'est passionnant, mais je trouve que c'est exigeant et c'est un écueil parce que ça fait beaucoup de marches à gravir pour un citoyen, un consommateur de son logement lambda d'aller jusque-là. Et moi, je trouve que c'est un écueil. Ouais. Ouais, on le retrouve souvent, cette complexité, difficulté. Ce qui, pour moi, qui suis entrepreneur, ne me paraît pas complexe et pas forcément difficile. Mais c'est vrai qu'il y a une notion quand même dans la coopérative, une notion d'entrepreneuriat, donc de comprendre en effet comment on gère une entreprise, parce qu'après on va gérer des recettes, des dépenses, comment on investit du capital, on monte des comptes courants d'associés. Donc c'est vrai qu'il y a des notions d'entrepreneuriat, de gestion d'entreprise qu'il faut comprendre, mais qui sont finalement pas si compliquées que ça
une fois qu'on a compris, ou une fois que ça a été bien expliqué peut-être, peut-être que vous ressortirez de là et que ce sera clair. Mais en effet, et puis après, il y a l'accès au financement. L'accès au financement, aujourd'hui, parce que les sociétés coopératives, c'est connu de tous les banquiers. Enfin, c'est une société commerciale, ni plus ni moins. Donc c'est connu de tous les banquiers. Sauf que c'est la notion d'habitat participatif dans une coopérative, là, il tique, là. Alors, moi, je suis aussi, je vous présente Habitat et Partage, et c'est vrai que je ne me suis pas trop présenté, mais je fais aussi de l'accompagnement de groupe hors coopérative. Et moi, j'invite tous les groupes à parler très rapidement d'argent, donc de le mettre tout de suite sur la table, qu'on soit en coopérative ou en SCI ou en SCIA, peu importe le montage, d'aborder le sujet de l'argent très rapidement. Et voilà, sans tabou, hein, qu'on parlait de personnes en difficulté, ok, si c'est posé dès le début, c'est clair, mais de montrer, après, la crainte, et c'est aussi une des craintes du monde coopératif, c'est que et on voit qu'il y a différentes tendances aussi dans l'habitat coopératif. Nous, on prône avant tout l'habitat participatif, c'est-à-dire qu'on prône le vivre ensemble, le partage, la solidarité. Mais l'habitat coopératif, c'est aussi du logement abordable, de la non-spéculation, et cette volonté de proposer des logements abordables qui peuvent avoir une déviance, enfin moi j'appelle ça une déviance, mais c'est pas péjoratif, dans le sens où il y a un mouvement notamment sur Lyon qui propose même du logement gratuit. Et grâce à l'habitat participatif, à l'habitat coopératif, on va proposer du logement gratuit parce qu'on n'aura plus de remboursement d'emprunt dans 50 ans, donc on pourra proposer. Donc pourquoi pas? Mais par contre, moi j'ai peur que ça dévie dans le sens où on n'ira plus sur de l'habitat participatif. Les gens viendront parce que c'est gratuit ou parce que c'est pas cher, et non plus parce qu'ils veulent vivre ensemble. Donc voilà, moi, en tous les cas, il y a une vigilance de notre côté à faire attention à ces notions-là, et que ce soit décidé par le groupe, et que ce soit peut-être du cas par cas s'il y a des logements qui sont moins chers ou qui sont gratuits, pourquoi pas. Mais en tous les cas, que ce soit du cas par cas et que ce soit décidé par le groupe, et non pas que ce soit... enfin... Ouais. Et qu'est-ce que, voilà, par personne, l'humain, si ça devient conflictuel, ça peut plus vite dégénérer. Mais 500 personnes en même temps, comment dire 500 personnes. Voilà. Donc la question de l'échelle, quelle est l'échelle qui serait optimale? J'aime bien cette question, elle revient souvent. Et pour moi, il n'y a pas de réponse. Mais ce qui est chouette, c'est qu'en France, j'ai l'impression, c'est l'idée que je m'en fais, qu'on se dit que l'habitat participatif, c'est pour des petits projets, c'est pour des petits groupes, et que si on est trop nombreux, on va pas arriver à se mettre d'accord. Moi, pour avoir eu des expériences à l'étranger, au contraire, je trouve que les gros projets sont plus simples et limitent justement tout ce qui est niveau d'engagement. Il y a moins d'obligations, parce que quand on a un petit projet, on se sent obligé de contribuer, de s'engager, de s'investir. Quand on a sur un plus gros projet, on peut proposer différents niveaux de catégories d'engagement, donc des gens qui s'engagent à fond ou qui peuvent se reposer quand ils sont un peu fatigués sur d'autres. Donc ça peut plus facilement tourner. Quand il y a des conflits aussi sur des petits projets, tout de suite ça peut mettre en danger le groupe et faire exploser, ce qu'on voit régulièrement. Alors que dans des gros projets, il y a un conflit, il y a une tension, c'est dilué et ça passe beaucoup plus facilement. Donc il y a des avantages, des inconvénients. C'est sûr que dans un grand projet, on décide moins des choses. Mais voilà, on repose plus sur le collectif. Sur le petit projet, il faut peut-être un peu plus dedans. Donc, tout est bien. Et après, ça répond aux besoins de chacun. Je vais avancer sur la... Tu dis une dernière? Oui.
Complètement, ouais. Mais c'est des réflexions qui sont très intéressantes, justement, qui viennent d'autres pays. C'est de monter une coopérative, justement, pour proposer, de sortir des logements de la spéculation, donc de proposer du logement abordable. Et là, on sort de l'habitat participatif, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur cette notion de logement abordable, logement non spéculatif. Et là, en effet, on peut aller sur du diffus. Donc acheter une maison par-ci, acheter 2 logements par-là, acheter 3 logements, qui sont tous dans une même coopérative, mais juste sur le principe pour proposer du logement moins cher, du logement abordable, et sortir le logement du marché spéculatif. Donc ce qui est en effet très intéressant et qui est une autre démarche, mais on sort en effet là de l'habitat participatif. Mais c'est en effet, on le retrouve voilà, en Belgique, au Québec hier, voilà, une coopérative qui achète d'un coup 720 logements. Pour proposer du logement abordable, ils vont pas faire d'un coup 720, enfin ils vont pas faire participer 720 personnes c'est trop compliqué dans le délai. Peut-être voilà des exemples de coopératives d'habitation donc qui ont inspiré Habitat et Partage, et pour vous montrer quelques exemples, à défaut d'avoir leur témoignage sur place, une coopérative qui est pas très loin, qui est à Genève, qui s'appelle la CODA, qui existe depuis 1994 et qui aujourd'hui est composée de 3500 coopérateurs et qui représente 2500 foyers. Ils ont 12 immeubles en gestion, ça représente 367 logements, et ils ont, vous allez voir, l'intérêt, c'est qu'une fois qu'on a fait preuve que ça marche, que c'est viable, qu'on a le soutien des institutions, des pouvoirs publics, des partenaires bancaires, et ben après, ça roule. Et donc, ils ont actuellement 14 projets en cours, 1000 logements prévus. Donc voilà, c'est des coopératives après qui vraiment proposent une autre forme de logement. C'est pour ça que dans ces pays, on parle de 3e voie de production de logement. On est vraiment sur un nouveau mode de production de logement. Et alors, après, la Suisse, le Québec, c'est différent, hein, et c'est intéressant d'ailleurs, pour votre information, en fait, ça vient remplacer le logement social dans ces pays-là. Et c'est ça qui est chouette. Et les Québécois nous l'ont dit hier, c'est que l'État ne demande plus aux bailleurs HLM de produire du logement, il demande maintenant aux coopératives de produire du logement social, parce qu'ils sont aperçus que c'était des modèles vertueux, où les habitants étaient intégrés, et donc c'est les coopératives qui vont développer le logement social avec des obligations, enfin je ne sais pas si c'est sous forme d'obligation, mais en tous les cas des orientations de proposer à minima 60%, 70% de logements sociaux dans leur parc. Et donc voilà, donc ils leur demandent d'avoir de la production de logement social, et les bailleurs ne sont plus producteurs de logements. Donc c'est assez intéressant. Et en Suisse aussi, tout le logement conventionné, enfin la plupart du logement conventionné aussi passe par des coopératives, notamment à Zurich. Vous allez voir. Donc ça c'est une image par exemple de ce que peut donner une coopérative. Voilà, ça c'est à Zurich. On est là sur 60 logements, sur la rénovation d'un bâti, et qui a vraiment été transformé. Donc voilà, si vous avez aussi l'occasion, la chance d'aller voir ce type de projet, c'est faramineux. Et là, voilà, pour vous présenter la plus ancienne coopérative d'habitation qui se trouve à Zurich, c'est ABZ, qui existe depuis 1916. Qui a eu un développement très, très, très léger au début, et puis qui connaît un essor aussi important depuis quelques décennies. Et aujourd'hui, c'est 58 immeubles en gestion, plus de 5000 logements. Donc c'est des acteurs importants du monde de l'habitat. Et à Zurich, on a une centaine de coopératives d'habitation, et c'est 30% du parc locatif. Donc c'est conséquent. Lequel? Ah oui, Dominique Baud. Ouais, je sais plus son nom. Ouais. Ouais. Qui est là à Archipel, il est à l'abri. Donc le conseil d'aller, il y a un livre qui présente les coopératives suisses. Merci. À Zurich.
Merci à vous. Donc voilà, on a vu tous les écueils de l'habitat participatif, de l'habitat coopératif. Donc l'objectif des coopératives d'habitation, c'est quand même d'apporter certaines garanties. Et notamment, on parlait des difficultés de montage financier, de montage juridique, d'accès à des ressources. Donc ça va pas, on ne va pas répondre à l'écueil de l'humain. Hein, l'humain, heureusement, on ne le maîtrise pas. Et j'ai envie de dire tant mieux. Mais par contre, ça permet justement de mieux maîtriser le cadre juridique, de mieux maîtriser le cadre financier et de vraiment proposer du coup un modèle qui sécurise le développement de l'habitat participatif et qui propose justement de le démocratiser. Donc, voilà, je vous ai mis quelques garanties, maîtrise des coûts, des délais. Souvent, là, voilà, dans les coopératives d'habitation, on est encadré aussi par des professionnels. Donc, il y a des professionnels du bâtiment, du secteur qui connaissent les fonctionnements. Ça peut être des habitants qui montent en compétences. On a une solide. Ce qui est intéressant au niveau de on parlait de problématiques financières d'individus. Dans une coopérative d'habitants, on va être lié aux quelques foyers qui composent avec nous. Donc, on va s'attacher à la solidarité à un petit nombre. Alors, dans une coopérative d'habitation, je vous ai pas, ABZ par exemple, ils ont tellement d'argent, tellement de trésorerie qu'ils ont constitué donc un fonds de solidarité avec toute cette trésorerie et qui permet justement de proposer des logements à des personnes qui n'ont pas de moyens ou peu de moyens, qui permet aussi à des coopérateurs de porter des projets humanitaires, de porter des projets sociétals, voilà, qui sont validés par l'ensemble des coopérateurs. Donc l'objectif, c'est vraiment de construire un nouveau monde en fait, un nouveau monde coopératif et c'est super inspirant. Et du coup, on bénéficie de cette solidarité renforcée entre différents projets à une échelle plus vaste. Et puis, ça permet justement de maîtriser le montage juridique et financier parce que le montage juridique, il est réalisé qu'une seule fois. Il y a une coopérative qui englobe plusieurs projets, donc il n'y a qu'un montage juridique. Et le montage financier, une fois qu'on a la confiance des partenaires, et ben voilà, ça roule et c'est facile. Là, j'en suis du coup à Habitat et Partage pour vous présenter nous ce qu'on propose et ce qu'on développe. Je vois que je suis à la bourre, donc je vais faire vite. Donc on est la première aujourd'hui société à essayer de développer on n'essaye pas, on le fait, on développe ce modèle d'habitation. Donc nous, notre raison d'être, c'est de démocratiser l'habitat participatif sur le territoire. Voilà, aujourd'hui, on s'est créé sous forme associative en 2015 et on transformé en SIC en 2018. On a un capital aujourd'hui d'environ 260 000 €. Donc Hervé ici est un de nos sociétaires. J'ai pas mis le nombre de sociétaires, on est 138 aujourd'hui. Donc on est 138 coopérateurs au sein d'Habitat et Partage, dont Hervé ici présent. Et moi-même, bien sûr. On agit, alors je parle que on agit en gros sur la métropole de Lyon et alentour. Voilà, les valeurs, on est très, comme tout projet, on a des valeurs assez fortes et assez marquées. Nous, notre volonté, c'est de proposer de la mixité sociale, de la mixité générationnelle, des choses classiques, proposer de l'habitat écologique, de la non-spéculation grâce à notre modèle, et puis de la solidarité, de l'innovation, parce qu'on est sans cesse en train d'inventer et de construire avec les habitants des façons de faire. Peut-être 2-3 choses. Dans les agréments labels, ce qui peut être intéressant sur notre modèle, c'est savoir qu'on est Agrésus, on est entreprise donc solidaire d'utilité sociale. Et vous allez voir, ça nous permet d'amener des investisseurs solidaires et de pouvoir défiscaliser les parts sociales. Donc les personnes qui souscrivent au capital d'Habitat et Partage peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt de l'ordre de 25% sur leurs revenus. Donc ce n'est pas négligeable parce que ça permet justement à des personnes qui souhaitent placer leur argent, donner du sens à leur épargne et qui veulent soutenir le développement de l'habitat participatif, de mettre leur argent au sein d'Habitat et Partage et ils savent à quoi sert leur argent. Et cet autre label aussi, c'est le label Finansol, justement, qui garantit cette transparence financière, qui garantit qu'on est une société structurée, stable, viable, et qui garantit aussi que c'est un placement éthique, solidaire et écologique.
Ce que je vous disais, donc, on est donc sous forme de SIC, donc Société Coopérative d'Intérêt Collectif. Donc on a 6 catégories d'associés. Donc vous les voyez en haut. Donc l'objectif, c'est de démocratiser l'habitat participatif. Donc c'est au bénéfice des habitants, donc au bénéfice des habitants qui vont composer les projets. Et on a après des contributeurs qui vont contribuer au développement de ces projets. Donc des salariés, des investisseurs solidaires, des personnes publiques, des supporters et des partenaires. Donc par rapport au soutien des politiques, nous, l'objectif justement, c'est de les faire rentrer dans la SIC pour qu'ils soient vraiment partenaires et partie prenante du développement de cette foncière sur le territoire lyonnais. On est sur le territoire lyonnais. Voilà, pour vous donner un peu la répartition des sociétaires. Donc l'objectif, c'est bien évidemment que les habitants constituent la majorité des coopérateurs, parce que vous avez vu, en Suisse, on a beaucoup de coopérateurs habitants. Et donc l'objectif, c'est que les habitants, petit à petit, soient majoritaires en nombre. Et voilà, aujourd'hui, on est 3 salariés. Les 3 salariés, on va être 4 normalement à l'automne. Et voilà. Et Habitat et Partage, donc rapidement, on propose du service, donc tout ce qui est service, accompagnement et formation. Donc là, on accompagne des groupes en autopromotion, des collectivités, même des opérateurs immobiliers. Là, l'idée, c'est qu'on accompagne sur tout type. Donc, on peut accompagner des montages en SCI, en SCIA. Après, on est limité en compétences, en ressources. Donc, après, on va orienter vers les bonnes personnes. Mais voilà, on accompagne sur 3 volets qui sont l'humain, le montage juridique et financier, puis le volet immobilier, en fonction de nos compétences. Et après, on a nos partenaires vers qui on peut orienter aussi les personnes avec qui on travaille. Et on développe donc cette fameuse foncière citoyenne, donc coopérative d'habitation. Donc le principe, en fait, on parlait d'accès au foncier, justement, c'est nous. Alors, il y a 2 moyens, c'est soit des groupes d'habitants viennent nous voir et nous proposent des fonciers, ce qui aujourd'hui est arrivé une fois, mais le projet ne s'est pas réalisé. Soit c'est nous, salariés, qui allons chercher du terrain, du foncier, grâce notamment avec des appuis avec les mairies, soit sinon vous allez voir grâce à d'autres systèmes. Donc une fois qu'on a sécurisé l'accès à un foncier, on va solliciter nos coopérateurs et on a une communauté qui nous suit et on va les solliciter pour leur dire, nous on a fait ce qu'on appelle une faisabilité architecturale et économique pour voir quel est le potentiel du terrain. Donc, par exemple, sur ce terrain, on peut faire en 20 logements. La mairie demande 50% de logements sociaux. Enfin, on va définir un cadre dans lequel les habitants vont pouvoir travailler, vont pouvoir jouer. Et les habitants, donc, on constitue un collectif qui va... Donc, on prend 1 an pour constituer un groupe, définir un programme. Donc, soit on part d'un groupe existant, parce qu'on a des groupes existants, soit on va constituer un collectif. Et après, donc, ces habitants vont définir leur programme, donc leur logement individuel, les espaces communs. Et donc après, on rentre dans le cadre du montage juridique et financier où les habitants doivent s'engager progressivement et rentrer au capital de la coopérative. En fonction des fonds propres qu'ils amènent, souvent qui sont insuffisants, on va aller chercher des investisseurs solidaires. Alors si je dis ils sont insuffisants, c'est aussi parce que nous, quand on va chercher des emprunts bancaires, ça fait 1 an, 2 ans qu'on travaille avec les habitants et on n'a pas tous les habitants et tous les habitants ne sont pas engagés au même stade. On ne veut pas presser les habitants de rentrer au capital. L'objectif, c'est qu'ils rentrent progressivement et pour éviter de les forcer à rentrer vite, c'est nous, grâce à notre montage, on va chercher des investisseurs solidaires qui vont compléter et ces investisseurs solidaires vont pouvoir justement porter les apports que ceux qui ne sont pas encore là, vous m'aurez compris. Donc l'objectif, c'est de constituer à peu près 15% à 20% de fonds propres pour après aller solliciter nos partenaires bancaires et avec 2 types d'emprunts, un emprunt libre et un emprunt logement social PLS. Et après, on va sélectionner l'équipe de maîtrise d'œuvre, donc l'architecte, bureau d'études, pour travailler sur la conception, la construction. Et puis, l'idée, c'est que progressivement aussi, les habitants se montent en association d'habitants. Nous, on les aide, salariés, à monter en autonomie, à monter en capacitation d'agir pour qu'ils soient, à la fin, in fine, autonomes dans leur gestion. Donc l'idée, c'est vraiment que la coopérative puisse déléguer la gestion
à l'association d'habitants. Et chaque habitant, du coup, enfin chaque association d'habitants va gérer son propre habitat, avec l'appui bien sûr de la coopérative et des salariés de la coopérative. Mais l'idée, c'est vraiment de proposer que chaque projet soit autonome dans sa gestion. Ça, on l'a déjà vu, hein, c'est tout ce que ça permet. Ça permet de la sécurité, du logement abordable, la mixité, de l'inclusion, écologie. Voilà, je ne vais pas revenir. Ça, c'est ce que je vous ai présenté. Ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, mais sous une autre forme. Donc, c'est pour vous rappeler qu'en effet, l'habitant, il est à la fois propriétaire de parts sociales et il est à la fois locataire. Donc, il signe un bail locatif au sein de la coopérative. Donc, ce qui fait il doit répondre aux droits et devoirs du propriétaire. Donc, c'est-à-dire qu'il doit définir, concevoir et gérer son habitat en tant que propriétaire. Et aussi, en tant que locataire, il a des droits et devoirs. Et notamment, un de ses devoirs, c'est d'acquitter une redevance mensuelle dans laquelle il y a une part locative, le loyer qui est à perte, et la part acquisitive qui vient abonder ce fameux compte épargne. Après, par rapport à une coopérative d'habitants classique, il y a une charge qui vient s'ajouter quand même dans la redevance, c'est les honoraires de la structure, les frais de structure d'habitat et partage, donc pour payer les salariés, pour payer les frais de structure. Voilà, si on veut rentrer un peu dans le détail, mais je vais peut-être laisser un temps d'échange, je fais vite. Les habitants rentrent, vous avez compris, après on a les investisseurs solidaires et après on va chercher nos partenaires bancaires. Lorsqu'un coopérateur veut sortir, il fait une demande de remboursement de part sociale et on lui rembourse dans les délais impartis, donc au maximum 1 an après sa demande. C'est l'Assemblée générale qui va ratifier la sortie. Mais si on peut rembourser plus tôt, on rembourse plus tôt. Ça, on a vu, c'est les grandes valeurs. Peut-être ce qui est intéressant, et pour vous montrer nous l'idée dans laquelle aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on est au démarrage. Enfin, vous allez voir, je vais vous présenter les 4 projets, ça sera même peut-être plus intéressant, mais on est au démarrage, donc on expérimente. Et ce qui est chouette, c'est qu'on expérimente aujourd'hui sur les 4 projets différentes manières d'aborder le montage financier. Et avec nous, on est force de proposition, donc on va proposer, faciliter un montage, et après les habitants vont se l'approprier ou le modifier. Mais nous, pour l'instant, ce qu'on propose, c'est que chaque coopérateur apporte à peu près 15% de la valeur de son logement. Donc on disait un logement qui vaut 200 000, il faut qu'il amène 15%, soit à peu près 30 000 euros. Donc s'il a des 15%, il amène ses 30 000 euros, très bien. Donc il va amener ses 30 000. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça va être trop complexe. S'il a moins de 15%, donc il a moins de 30 000, pas de problème, il peut rentrer quand même. Sauf que les premières parties acquisitives, donc vous savez, quand il va payer sa redevance, il y a une partie acquisitive qui va normalement abonder un compte épargne. Et bien là, au lieu d'abonder un compte d'épargne, elle va venir augmenter son capital pour venir arriver jusqu'au 15% de capital. Et par contre, s'il a plus de 15% de fonds propres, il vient mettre 15% en capital, en part sociale, et le reste en compte courant d'associé qui, lui, peut être rémunéré. Là, c'est un exemple de planning, de versement de fonds. Bon, c'est peut-être pas très intéressant. Ça, c'est un exemple de projet, notre premier projet à l'Autre-Soie Villeurbanne, pour vous montrer justement ce qui est intéressant, c'est qu'on a ouvert un projet avec des gens qui étaient intéressés et on a vu après qui composait ces gens intéressés. Et on a vu que justement, sans demander, sans mettre de cadre ou de contraintes, on a vu qu'il y avait une mixité générationnelle, une mixité sociale, une mixité de composition de famille. Voilà, donc on a vraiment, donc on répond vraiment à nos valeurs sans aller chercher, sans mettre trop de cadres et de contraintes. Là, pour vous expliquer, PLAI, c'est du logement considéré très très social, la très sociale, la sociale, et là c'est hors plafond social. Mais
je ne vais pas rentrer dans ce détail. Ce qui peut peut-être être intéressant, c'est ça, c'est aujourd'hui, donc je vous disais, on a 4 projets qui sont engagés et on a 3-4 projets qui sont dans les tuyaux. Sur les 4 projets qui sont engagés, les 4 sont devenus de 4 entrées différentes. On n'a pas voilà, il n'y a pas une manière de faire, il y a plusieurs manières de faire, comme tout habitat participatif. Et sur le projet de Trévoux, par exemple, on a une mission, donc c'est la ville de Trévoux qui a souhaité développer un habitat participatif. Donc je n'ai pas mis les communs d'abord, Hervé, parce qu'on n'a pas complètement démarré le montage, mais il y a aussi, c'est intéressant aussi, ça demanderait d'en parler. Il y a Trévoux, donc c'est la collectivité qui a défini un foncier pour faire de l'habitat participatif. Elle nous a demandé de faire elle nous a missionné pour constituer un collectif. Donc on a une mission, voilà, de constitution de collectif. Et ce collectif d'habitants a choisi de travailler avec la foncière Habitat et Partage. Donc c'est les habitants qui ont choisi de travailler avec nous. Ils ne voulaient pas travailler avec un promoteur, ils ne voulaient pas porter la maîtrise d'ouvrage, donc ils ne voulaient pas être en autopromotion, ils voulaient être accompagnés par un promoteur, un bailleur. Mais voilà, ils partageaient les valeurs de la foncière, donc ils ont choisi la foncière. Sur Champagne au Mont-d'Or, c'est l'Ouest lyonnais. C'est un propriétaire privé, donc hérité d'un terrain, et qui nous a, pareil, il avait plein de sollicitations de promoteurs, mais il a dit niet, moi je veux un projet écologique, je veux un projet qui a du sens, j'ai pas besoin d'argent. En tous les cas, j'ai pas besoin d'argent comme les promoteurs me le proposent. Donc, il nous a proposé un terrain bien en deçà du marché. Et pour faire un projet, là, on va vraiment s'éclater parce qu'on a très peu de contraintes. Donc, ça va être super pour les habitants. Un autre projet, là, c'est à l'Autre-Soie, Villeurbanne. C'est une coopérative HLM, Ronson Habitat, qui est venue nous chercher, qui avait travaillé sur le village vertical et qui était épuisé à la fin en 2013. Voilà, ça demandait énormément de temps, d'investissement, et qui s'était dit bon, plus jamais, c'est trop compliqué, c'est trop lourd en investissement. Et puis nous, on leur a dit mais si, c'est possible, on peut refaire, on peut vous faciliter le travail. Et donc en 2018-2019, ils ont validé le fait de réengager un projet. Et là, l'idée, c'est qu'on leur achète, donc ils gardent la maîtrise d'ouvrage, mais on va leur acheter 18 logements pour la coopérative. Et le dernier, peut-être gratte-ciel, donc là, on est sur 28 logements en cœur de Villeurbanne, c'est le quartier des gratte-ciel. Et là, on a répondu à un concours avec un promoteur, donc il n'y avait pas du tout de terrain fléché habitat participatif, mais on a proposé une innovation sociale avec le promoteur, un promoteur privé, un lambda, qu'il a fallu travailler au corps pour qu'il valide nos conditions et qu'il valide le fait que les habitants vont choisir ça et que s'ils ne valident pas, on peut sortir et que ci et que ça. Donc c'était plus d'1 an et demi de négociation quand même, hein, c'était long. Mais ça se fait. Et voilà, donc aujourd'hui, et c'est la collectivité qui a choisi ce promoteur parce qu'il y avait la foncière qui était là-dedans. Et Villeurbanne est très engagée dans l'innovation sociale. C'est une consultation d'opérateurs. Vous allez voir. Bobine, voilà, pour vous donner quelques photos, 18 logements. C'est intéressant, si vous avez l'occasion de venir visiter demain, on s'inscrit dans un projet urbain très, très expérimental. Et là, on est dans un grand bâtiment, donc la coopérative est là. C'est ce bâtiment, c'est elle, donc c'est 18 logements. Et à côté, il y a du logement d'abord, donc là, c'est du logement pour sans-abri. Là, c'est du logement senior. Là, il y a du logement familial, social. Et il y a aussi une petite dépendance Alzheimer. Donc l'idée, c'est vraiment... Et le quartier s'étend, il y a un tiers-lieu à côté. Il y a beaucoup de mixité, il y a de la culture, c'est vraiment un super projet. Et les habitants sont... Là, c'est Ronson Habitat, en effet, qui porte la maîtrise d'ouvrage. Ouais. De cette mixité, c'est super, c'est ce qu'ils ont fait. Alors, c'est maintenant le maire de Villeurbanne qui était anciennement directeur d'un office HLM.
Et c'est avec Ronson Habitat, et ils ont monté un GUE, un groupement d'intérêt économique, pour porter l'aménagement de tout un quartier. Et vu qu'ils avaient l'appui du maire, l'ancien maire, ils ont réussi à avoir ce quartier, et ils développent vraiment un projet expérimental d'innovation urbaine qui est assez ambitieux. Voilà. Pourquoi? Ah, c'est que j'avais prévu une petite vidéo. Alors, je crois que ça va être... On va pas avoir le temps. Ouais, on n'a pas le temps, donc je vais passer. Là, c'est le projet de Trévoux. Là aussi, c'est un projet qui est différent. On est donc sur un écoquartier avec un terrain qui est fléché. Voilà, la petite. Aujourd'hui, c'est un projet qui a une spécificité, c'est qu'on a la mairie nous a demandé de faire une crèche en rez-de-chaussée, donc on va faire une crèche. Et aujourd'hui, on discute de savoir si cette crèche, elle va intégrer la coopérative, donc elle va être propriété de la coopérative, ou si l'exploitant veut être propriétaire. Donc c'est des discussions. Mais Habitat et Partage est intéressé aussi pour agrandir la mixité fonctionnelle, c'est-à-dire faire de l'habitation en premier lieu, mais aussi, pourquoi pas, faire de l'activité et faire proposer du service. Donc pourquoi pas la crèche, intégrer la coopérative également. Non. Non, après, c'est une activité qui est minime par rapport à l'activité d'habitation, donc elle est annexe. Et on l'a posé dans l'objet, qu'on pouvait développer des activités annexes. Voilà, là, c'est un projet qui est plus urbain, plus dense. C'est le projet des gratte-ciel, où là, on est... donc, c'est ce fameux concours qu'on a gagné avec le promoteur Quartus, où là, on est dans ce qu'on appelle un macro-lot B qui va faire 250 logements, je crois, en tout. Et nous, on acquiert cette tour-là de 28 logements, et avec une architecture qui est très contrainte parce qu'on s'intègre dans un bâtiment qui est dans un projet urbain centre-ville avec le quartier des gratte-ciel qui est classé au patrimoine. Donc on a une architecture qui est très contrainte. Voilà. On est sur la construction neuve, ouais. Les projets de réhabilitation, on n'a pas réussi encore à les réaliser. On a tenté 3 fois, on n'a pas réussi. Et là, c'est le petit projet enfin un petit, 16 logements quand même, petit projet à Champagne-au-Mont-d'Or, où là, l'idée, c'est la mairie voulait veut pas du tout de densité. On est dans un quartier pavillonnaire, donc l'idée avec l'architecte, c'était de proposer justement une faible densité, mais quand même d'accueillir du monde. Donc c'est d'avoir des petits plots sous forme de maisons, mais qui peuvent accueillir 2 T2, 2 T3, T3, T2, enfin, et voilà, d'avoir une mixité de plots avec les stationnements qui sont à l'entrée de rue et les communs qui sont là pour aussi se protéger de la voie et de créer un cœur d'îlot assez vert, très vert. Et là, on est vraiment sur une conception... c'est là où on va se faire plaisir, on va vraiment pousser les démarches écologiques aussi à fond. Tous les bâtiments qu'on vous a présentés sont en construction bois. Hein. Alors des fois c'est bois-béton, mais sinon c'est bois. Et voilà, et l'horizon, on va dire 2030, c'est d'avoir environ 100 logements en gestion. En 2025, 100 logements et en 2030, 500. Et environ 1000 coopérateurs d'ici 2030. Et en effet, ce qui est intéressant, c'est que, et on le voit en Suisse, ce qui se passe, c'est qu'on parle de mixité d'usage, mais l'idée, c'est vraiment après, en fonction des projets et des coopérateurs, de proposer des nouveaux projets. Donc des coopérateurs qui voudront, en effet, moi c'est un de mes rêves, mais proposer un supermarché coopératif en bas d'un habitat participatif, ce serait tip top. Donc là, c'est après, en fonction de l'énergie des coopérateurs, de pouvoir développer des projets au sein de la coopérative. Et ça, c'est vraiment de proposer donc, ces fameuses mixités fonctionnelles. Et aussi, ce qu'on essaye de proposer, ça c'est aussi une envie et ça répond à des attentes de coopérateurs et de groupes. Par exemple, un groupe, on a envie d'aller sur des territoires ruraux aussi, de faire du lien entre l'urbain et le rural et de pouvoir s'entraider aussi entre ces deux mondes. Et là, par exemple, un groupe qui portait un projet rural avec un développement d'une activité d'agriculture, nous a demandé d'intégrer la foncière parce qu'il voulait justement
participer à une communauté plus large, qu'eux, ils étaient 4-5 et ils voulaient faire partie, et puis bénéficier aussi du soutien des coopérateurs, parce que on sait tous que le portage d'activités agricoles est compliqué, et d'avoir le soutien de coopérateurs qui peuvent venir aider, soutenir. En même temps, ça apporte un lieu ressource pour les coopérateurs d'avoir un lieu, une maison d'amis à la campagne, et puis peut-être qu'aussi les ruraux peuvent venir en ville justement profiter de la culture. Donc l'idée, c'est vraiment de faire du lien plus largement, tout restant quand même dans le périmètre de la région lyonnaise, avec des petites exceptions. Voilà, et peut-être pour parler vite fait du projet d'Hervé, parce qu'il est super chouette aussi, et c'est aussi une aide qu'on essaye d'apporter et qui fait sens. C'est des groupes qui montent leur propre projet d'habitat participatif, et on a souvent ces difficultés, peut-être que c'est partagé, d'avoir des gens qui veulent être d'une certaine manière propriétaires et d'autres qui veulent être locataires, d'avoir cette mixité au sein d'un même projet. C'est justement les personnes qui veulent être propriétaires peuvent être en propriété individuelle ou collective entre eux, et demander à la foncière justement de porter quelques lots en locatif au sein de la coopérative. Et c'est ce qu'on va essayer de faire avec justement Hervé et les communs d'abord à Saint-Étienne. C'est un projet de 15 logements où il y a 10 logements qui seront dans une SCIA, donc sous forme de propriété collective, mais en SCIA en jouissance, et avec 5 logements qui seront portés justement par la foncière. Mais les habitants sont déjà là, c'est eux qui ont fait ce choix-là, c'est pas nous c'est ces habitants qui font ce choix-là. Et l'idée, c'est que nous, on puisse apporter un appui forcément financier et puis communautaire. Et puis, en parallèle, ces habitants, par contre, s'autogèrent entre eux et gèrent le projet. Tu veux... Vas-y, Hervé. Ouais. Ouais. D'aller faire une coopérative pour être 10-2 ans, surtout en urbain, après, là on va participer, c'est vraiment de participer à une autre expérience entrepreneuriale, mais c'est pas juste nous, on n'est pas, si on était capable de faire tout seul notre immeuble de 5 logements, on aurait 20 personnes. Ben non, c'est avec d'autres et c'est pour sans aller jusqu'au nouveau modèle de société, même si c'est une manière d'y accéder. C'est pas nous, c'est pas 5 logements là, c'est 5 logements avec 20 à Lyon, 14 à Mont-Blanc, j'en sais rien, peut-être 5 à la campagne, et de fabriquer une communauté d'intérêt qui n'est pas que le quartier, on a vraiment le projet de l'immeuble, le quartier autour, mais également une communauté à plus grande échelle. Et ça apporte de la sécurisation financière, justement pour cette coopérative qui est un peu compliquée, donc avec un appui, mais également une communauté un peu plus large. Et comme elle est c'est plus de personnes, des personnes dans des états, des enjeux différents, parce que si on se trouve 5 les mêmes dans un même projet, un jour il y en a une bonne raison qui fait qu'un flanche, ça veut dire qu'il y a peut-être les mêmes raisons pour. Donc on rend plus large la solidarité, mais aussi on rend plus large l'intérêt de devenir promoteur. On n'est pas promoteur dans l'âme, mais on va devenir promoteur. Là c'est vraiment, pour moi il y a 3 marches. Il y a l'aspect participatif, l'aspect collaboratif, et on monte vraiment 3 marches de plus dans l'intérêt de l'habitat partagé à rentrer dans ces structures, d'un point de vue humain, sociétal. Et voilà, y avoir une structure de portage un peu plus large ouvre beaucoup plus facilement le champ possible à la diversité. Et ce que je peux rajouter aussi, ce qui est intéressant, parce que quand on parle d'une coopérative, ce qui est intéressant, c'est qu'on va proposer aussi un parcours de logement. Et on facilite les déménagements, les emménagements. C'est beaucoup plus facile de changer de logement dans une coopérative. On est jeune, on a besoin d'un T2, après d'un T3, après d'un T4. On n'a pas besoin d'aller voir la banque, d'aller voir les notaires, d'aller voir ci, d'aller voir ça, d'aller voir un bailleur. Hop, on change au sein de la coopérative en fonction des logements qui se libèrent. On a aussi une activité professionnelle sur Saint-Étienne, sur Lyon. Hop, on va prendre la chambre d'amis sur Lyon, sur Saint-Étienne. Donc nous, notre objectif, c'est aussi pour ça que j'insiste sur le territoire lyonnais, c'est qu'on n'a pas l'ambition de se développer plus largement. Par contre, on souhaite
pouvoir accompagner ou inspirer d'autres porteurs de projets de coopératives et de faire du lien entre coopératives sur les différents territoires. C'est avant tout ça l'intérêt, de faire du lien entre les territoires. Complètement. En fait, ce qui est super, c'est que tout est possible. Donc, ah bien sûr, bah, elle est prégnante, j'ai envie de dire. Alors, elle est en cours de réalisation parce que je peux vous donner 2 exemples. Sur le projet des bobines, bon, on a des seniors, on a plusieurs seniors, donc qui veulent anticiper leur vieillissement. Donc, on va faire des appartements qui sont accessibles et disponibles pour le. Voilà. Et on est sur de l'intergénérationnel. Et une chose aussi intéressante, c'est que il y a des foyers, ça répond aussi à votre question ou à votre remarque, c'est qu'il y a des personnes qui ont des très faibles revenus, âgés très faibles revenus, souvent, alors c'est un constat, c'est souvent des femmes seules de plus de 65 ans. Et eux, leur envie aussi, c'est d'être plus dans un mode encore plus participatif. Donc on va prendre un grand logement et on va faire 3 petites unités de vie dans ce logement pour faire une espèce de colocation, mais un peu plus intime quand même, un peu plus privatisée. Privatiser, ce n'est pas le bon terme, mais en tous les cas, plus d'intimité dans ce grand logement et d'avoir justement des revenus encore plus modestes dans un gros logement et qui est demandé avant tout par les seniors. Et à Zurich, voilà, c'est ce qu'ils appellent les clusters. Et nous, c'est ce qu'on a amené aux habitants. Et en fait, il y a des habitants qui se sont dit, bah ouais, c'est super. Et en fait, c'est eux qui ont voulu et qui ont souhaité et qui proposent, enfin, qui développent du coup. Exactement. Donc il y a du lien. Après, sur le vieillissement, moi je suis salarié. Donc moi je suis là pour mettre à disposition un cadre, accompagner. Et moi je réponds à la demande en fait. Et si les coopérateurs veulent aller sur ce... Après je dis que je suis salarié, je suis aussi intéressé pour être habitant. Hein, donc, mais... Oui, bien sûr. Après, c'est pour ça que c'est au groupe, aux gens, de se retrouver autour de valeurs communes. Donc, et ça, j'ai envie de dire, nous, en effet, si c'est nous qui démarrons un projet, on va peut-être pas porter ça au cœur. Par contre, si c'est un groupe qui vient nous chercher et qui veut porter ça au cœur, on a pas mal aussi de familles monoparentales, de femmes encore, de femmes seules, en famille monoparentale qui veulent des projets pour s'entraider, pour faciliter. Donc voilà, ça c'est aussi des projets qu'on peut accompagner, qu'on peut intégrer dans la foncière. Et on nous a demandé de finir, du coup je vais prendre les dernières questions. Ouais. Bah, avec plaisir. Ouais, c'est aussi une des difficultés, c'est que vu que l'habitat coopératif, et notamment la coopérative d'habitation, n'est pas connue ou très peu connue, hein, il faut acculturer. Ça prend énormément de temps. C'est pour ça que depuis 2015, même depuis 2014, pour moi, il y a un énorme travail d'information, de sensibilisation, d'acculturation qui est permanent. Et qui fait qu'aujourd'hui, on a justement ces sociétaires qui ont déjà pris une part sociale et donc qui sont là vraiment en attente de logement, et d'autres qui sont ce qu'on appelle notre communauté, qui sont à l'écoute des projets. Et juste, le jour où il y a un projet qui sort, hop, ils vont souscrire une part sociale pour être dans les projets. Mais donc, et là, là c'est assez simple, vous nous donnez votre adresse mail, et c'est une lettre d'information qu'on envoie, et on vous tient au courant des lancements de projets. Et puis hop, vous pouvez tout de suite rentrer. On va terminer. Je vois qu'il y a du monde qui arrive. C'est tout bon ?